Madame la présidente, monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs, chers collègues, notre politique d'asile a atteint ses limites, si bien que pour la préserver, je dirais même pour la sauver, il nous faut la réformer profondément. Il convient évidemment de mener cette discussion au niveau européen, tout en agissant au niveau national. Compte tenu des contraintes budgétaires, nous ne pourrons pas multiplier à l'infini les hébergements. Si le fonctionnement de notre système d'asile reste inchangé, ces efforts seront vains, avec le risque d'un appel d'air et d'une confusion des publics. À cela s'ajoute que près de 80% des demandeurs sont déboutés de leurs demandes, dont une large part relève en réalité de motivations économiques et non de nécessité de protection. La majorité de ces déboutés restent de manière irrégulière sur le territoire et parmi eux, nombreux sont ceux qui introduisent une demande de séjour à un tout autre titre que l'asile et sollicitent de surcroît les dispositifs d'hébergement d'urgence. C'est précisément ainsi que le droit d'asile est dévoyé et détourné. Voici, chers collègues, les extraits d'un courrier de réponse de M. Manuel Valls, alors ministre de l'Intérieur, et une partie de son discours prononcé le 15 janvier 2013 à l'occasion du lancement de la concertation sur la réforme de l'asile. Le droit d'asile, puisant ses racines dans notre culture et notre civilisation, est une tradition ancrée profondément dans l'histoire et les valeurs de notre République. Cette protection fondamentale accordée aux victimes de persécutions et de violations des droits de l'homme n'a cessé de contribuer au rayonnement international de notre pays et au crédit qui lui est reconnu dans la défense des libertés et des principes démocratiques. Dans un rapport remis le 28 novembre 2013 à Manuel Valls, notre collègue, la sénatrice Valérie Létard, et le député Jean-Louis Touraine avaient déjà clairement pu souligner les dysfonctionnements qui rongent depuis plusieurs années le dispositif d'accueil des demandeurs d'asile, aujourd'hui à bout de souffle. Or, la version de votre texte, monsieur le ministre, va certes dans le bon sens, mais hélas, ne permettra pas un changement profond de la gestion des demandes d'asile sur notre territoire. Trop focalisé sur le seul aspect procédural, votre projet de loi ne se donne pas suffisamment les moyens de l'efficacité. Il prévoit beaucoup trop de règles et bien trop peu de sanctions. Le faible taux de décisions positives devrait retenir notre attention sur la réalité du détournement de la procédure d'asile. Le nombre de demandes d'asile présentées à la France a presque doublé en 7 ans, atteignant 65 894 demandes en 2013. En moyenne, 80% de ces demandes aboutissent à une décision négative. J'observe au passage que la France affiche un taux important de décisions négatives qui n'a malheureusement pas pour effet de réduire le nombre de demandeurs d'asile, lui aussi en forte augmentation. Sans se voiler la face, sous un quelconque prétexte idéologique, il faut y voir une preuve certes, parmi d'autres, du contournement évident de notre procédure de demande d'asile par des populations qui visent en réalité une immigration économique. Je ne perds pas de vue que les candidats à l'asile et à l'immigration sont les premières victimes des nombreuses filières organisées, des réseaux mafieux, difficiles à démanteler, qui détournent sans vergogne, sans scrupule et sans crainte les sanctions quand elles existent, qui détournent donc à leur profit notre réglementation et exploitent honteusement la misère humaine. C'est pourquoi nous appelons de nos voeux à un durcissement de ce projet de loi permettant à notre pays d'envoyer un message clair et sans ambiguïté. Afin de mettre fin à la dynamique perverse de ces contournements évidents, nous devons considérablement raccourcir les délais de traitement des demandes et nous assurer que les reconduites à la frontière soient effectives. Sur la question centrale des délais de traitement, il n'est plus supportable que la France affiche un délai moyen de traitement supérieur à 24 mois, 16 mois entre les dépôts d'une demande à l'OFPRA et la décision définitive de la Cour nationale du droit d'asile. 24 mois donc en France contre 5 en Allemagne et 6 mois au Royaume-Uni en moyenne. L'augmentation des effectifs de l'OFPRA, passée de 407 à 470 fonctionnaires entre 2009 et 2014, 50 recrutements prévus pour 2015, ne permettra pas à elle seule de réduire significativement les délais de traitement des demandes si elle ne se double pas de procédures réelles, allégées et accélérées.
Dans sa version initiale, l'avancée majeure de votre texte consistait à réduire les délais de traitement des demandes, excessivement longs et source de nombreux détournements. Il s'agit là d'un constat unanime. Pour des raisons qui échappent à ma compréhension, les députés de votre majorité, Monsieur le ministre, ont décidé d'introduire de nouveaux droits juridiques et matériels au bénéfice des demandeurs et d'apporter de nombreuses restrictions au champ de la procédure accélérée. Qui dit plus de droits, dit plus de recours. Ces nouvelles dispositions aboutiront forcément à un nouvel allongement de la durée des procédures. Résultat de ce jeu à somme nulle, les avancées louables de votre projet de loi, accélérer les procédures de traitement et assainir le système français de l'asile afin de le rendre plus juste pour ceux à qui le statut a été accordé, disparaîtraient aussitôt. Si nous ne parvenons pas à statuer plus rapidement sur les demandes présumées abusives, sur celles présumées les plus urgentes, notre pays sera tout simplement dans l'incapacité d'accueillir dignement les ressortissants de pays en crise sévère où se déroulent des situations dramatiques, et je pense, comme mes collègues, en particulier à la Syrie et à l'Irak, entre autres. Aussi, veillerons-nous sur ce point à ce que soient adoptées toutes les mesures permettant de diminuer les délais de traitement des demandes et facilitant le recours à des procédures accélérées dans le respect des droits du demandeur. À ce titre, je vous invite à faire preuve de bon sens en acceptant le texte de la commission des lois prévoyant l'inscription dans la loi du respect des délais de traitement devant l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile. Deuxième point, le sort des déboutés du droit d'asile en lien avec la politique d'immigration. Dans les faits, notre système d'asile crée chaque année des dizaines de milliers de sans-papiers. Comme le rappelait si justement un de nos collègues, le système actuel gère des ninis, c'est-à-dire des personnes déboutées qui ne sont ni expulsables, puisque 95% des mesures d'éloignement ne sont pas appliquées, ni régularisables. Les filières clandestines d'immigration ont parfaitement conscience de cette faille dans laquelle elles s'introduisent massivement. Ainsi, porter nos efforts uniquement dans l'accélération du traitement des dossiers ne servira absolument à rien si nous ne renforçons pas en aval l'exécution des mesures de reconduite à la frontière des déboutés, auxquelles le projet de loi ne s'intéresse bien trop peu. En effet, il ne me semble pas logique de dissocier du présent examen de la réforme du droit d'asile la thématique de l'immigration et de la question des étrangers en situation irrégulière dans notre pays. Les professionnels et les ONG qui interviennent auprès de ces populations parleraient même d'aberration. Il aurait été beaucoup plus pertinent d'aborder la question au sein d'un texte commun, sans pour autant confondre asile et immigration, comme l'a rappelé notre rapporteur. Mais au contraire, cela aurait pu être l'occasion d'aborder de manière globale et cohérente les interactions entre ces deux enjeux. Sur le terrain, les agents doivent faire face à des situations humaines très délicates. Par exemple, lorsqu'un demandeur d'asile doit être reconduit à la frontière alors qu'il demeure sur le territoire français depuis plus d'1 an, éventuellement avec sa famille, et qu'il a tissé de nombreux liens avec notre pays. Famille, renouvellement fondé, tout de naissance, bénéficiant du droit du sol, enfants scolarisés en France, etc. Faut-il rappeler que la directive 2008/115 pose l'obligation pour tout État membre de prendre une décision de retour à l'encontre de tout ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, article 6, ainsi que de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la décision de retour. Troisième point, la question des moyens budgétaires insuffisants et détournés. Un détournement des fonds au détriment des bénéficiaires. Nous ne pouvons plus accepter une situation dans laquelle ceux qui obtiennent l'asile se retrouvent à peine mieux lotis que les déboutés. Pour les déboutés, le montant des dépenses serait, sous réserve de confirmation, équivalent à celui consacré aux demandeurs d'asile. Le coût de la politique d'asile, estimé entre 1 milliard et 2 milliards d'euros, pourrait considérablement être diminué si l'on faisait preuve de plus de fermeté dans l'exécution des mesures d'éloignement et l'attribution des conditions matérielles. Les cas de figure d'abus sont légion. Par exemple, lorsqu'un débouté de droit d'asile, dont on n'a plus la moindre nouvelle et à l'encontre duquel a été prononcée une obligation de quitter le territoire français, continue à bénéficier du versement des allocations. Autre exemple,
lorsqu'une personne déboutée refuse de quitter sa place en centre d'accueil des demandeurs d'asile, gelant la possibilité pour tout autre nouveau demandeur de bénéficier d'un hébergement d'accueil décent. La nécessité de mieux gérer le budget de notre système d'asile, plus de rigueur et de fermeté dans le versement indu de prestations matérielles d'accueil permettrait de dégager des marges budgétaires au profit des services qui en ont le plus besoin. Faute de budget suffisant, les services de police, de gendarmerie et de la police aux frontières n'ont pas les moyens suffisants pour rechercher les déboutés et d'assurer comme il se doit les mesures d'éloignement, mettant ainsi en péril l'ensemble du système d'asile. De même, il apparaît indispensable d'augmenter les crédits alloués à l'OFPRA dont le budget est en diminution alors qu'il devrait connaître un élargissement de ses missions. Autre point, la saturation des dispositifs d'hébergement. Permettez-moi, Monsieur le ministre, de vous faire lecture dans cet hémicycle de l'extrait d'un courrier adressé en juin 2013 par le président socialiste de Grenoble Métropole à l'ensemble des maires de la métropole grenobloise. La plateforme d'accueil grenobloise recense tous les mois de nombreuses personnes nouvelles en situation de demandeurs d'asile qui viennent grossir l'effectif existant. Les lieux d'accueil gérés par l'État sont totalement saturés et ne peuvent plus faire face à ces arrivées régulières. Le corollaire de cet état de fait est une situation de précarité qui se diffuse à l'ensemble des territoires au-delà des zones urbaines prioritairement concernées. L'État, compétent dans ce dossier, m'a officiellement annoncé son impossibilité de maintenir son effort financier lié à ses obligations, faute de crédits disponibles. Quel aveu, quel naufrage aussi. Saturés, les dispositifs d'hébergement ne répondent plus à l'urgence de la situation et ne peuvent plus accueillir les publics à qui ils sont destinés. L'accélération du traitement des dossiers, pourtant nécessaire, ne sera pas suffisante. Il est indispensable que les organismes concernés puissent légalement mettre hors des lieux les personnes se maintenant indûment dans le lieu d'hébergement. De manière complémentaire, face à la répartition inégale des demandes d'hébergement sur le territoire national, plus de 50% des demandes concentrées dans les régions Île-de-France et Rhône-Alpes, je tiens à saluer les efforts effectués par l'OFII en matière d'orientation territoriale des demandeurs dans l'attribution des places. De même, un meilleur partenariat entre les départements pourrait favoriser une gestion encore plus équitable de ce flux. Enfin, le droit d'asile et l'Europe. Nous le savons tous, et comme l'a rappelé notre collègue Roger Karoutchi, rien ne pourra se faire sans une politique européenne volontariste. Il nous faut agir vite, surtout si l'on ne veut plus être les spectateurs impuissants de naufrages de navires chargés de demandeurs d'asile en pleine Méditerranée ou sur les côtes italiennes. Les récentes déclarations ou mesures prises par certains pays européens, visant en particulier à réduire les entrées migratoires, démontrent bien qu'il y a urgence à revoir en profondeur notre politique communautaire si l'on souhaite faire preuve d'efficience et faire montre d'un peu plus de dignité en matière d'accueil des populations dont la sécurité n'est pas ou plus assurée dans leur pays d'origine. Si le ministre de l'Intérieur rappelait il y a 2 ans la nécessité de mener une discussion au niveau européen, force est de constater que les instances européennes se sont peu mobilisées sur ce dossier malgré l'urgence grandissante. Militariser la Méditerranée ne suffira pas à faire diminuer les flux migratoires dopés par les crises politiques, les conflits entre nations ou ethnies et difficultés socio-économiques. Le triplement annoncé du budget de l'opération européenne Triton, dont le mandat est limité à seulement 50 km des côtes européennes, ne contribuera pas à réduire le nombre de naufrages. Il est une nécessité absolue de réorienter et de mieux coordonner au niveau communautaire nos efforts politiques ainsi que nos moyens financiers en direction de pays clairement identifiés qui sont pourvoyeurs de départs massifs de populations désireuses d'une vie meilleure et plus humaine. Afin d'offrir aux candidats au départ une nouvelle alternative, un cadre de vie meilleur, source de paix et d'espoir pour l'avenir, il est en effet devenu indispensable de remettre à plat les politiques bilatérales et européennes de coopération et de développement, projets structurants en matière d'éducation, d'agriculture, d'infrastructures, de développement économique, dont les résultats sont loin d'être à la hauteur des investissements financiers consentis. Dans un contexte d'explosion démographique des zones de départ massif, explosion qui va s'amplifier dans les prochaines années, seule cette voie nous permettra d'apporter des réponses concrètes à la régulation des flux et l'éradication des réseaux mafieux qui profitent de la misère d'enfants, de femmes et d'hommes qui paient des sommes importantes en risquant leur vie sur des embarcations de fortune. Mesdames, Messieurs, chers collègues, c'est notre devoir et notre honneur que de tenter tout notre possible pour refuser la fatalité et changer le sort des centaines de milliers de personnes en quête d'une meilleure vie.
Sí,